à distance. Donc je pense que vous avez un vécu particulier. En fait, donc, je vous invite aussi à vous exprimer en fait sur la vie du Buissonnier. Qui veut intervenir? Vous pouvez lever la main. Moi, je voudrais apporter quelques petites précisions. Je vais vous expliquer. Je suis une petite Dudu. J'ai été élevée à partir de 8 ans et demi dans la CGT. Et mes parents étaient syndicalistes. Et ma mère a été licenciée à une grève en 60. Et je voudrais vous parler de cette grève, et c'était Buissonnier Histoire. Et à cette grève de 60, les ouvriers réclamaient 25 francs d'augmentation de l'heure. Voilà, ça a duré. Bon, il y a eu les chaînes de montage qui étaient bloquées, arrêtées par des grévistes. Et résultat de l'opération, la direction n'a pas cédé et elle a limogé 34 personnes, 13 délégués, CGT. Et il y avait aussi un syndicat CFTC à l'époque. Et donc, mais qui n'était pas très important, c'était la CGT qui menait la troupe. Et donc, je ne sais plus où j'en suis. Il y avait 34 personnes, 21 ouvriers, 21 délégués, 13 délégués et 21 ouvriers qui ont été licenciés. C'est passé au tribunal. Moi, à l'époque, j'avais 15 ans, j'ai l'âge de la sécu, un mois après. Donc, moi, à l'époque, j'avais 15 ans. Et je me souviens que j'allais au tribunal voir les jugements, parce que ça a duré pendant 1 an. Les délégués étaient tolérés dans l'usine parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Tant que le jugement n'était pas délibéré et terminé, ils étaient obligés de les laisser rentrer. Donc les délégués sont rentrés pendant 1 an faire leur travail de délégué. Alors je ne sais plus combien d'heures ils avaient, même 10-15 heures par mois. Ils rentraient. Et après, ils étaient à la baraque du comité, à côté, celle où les gamins allaient répéter pour le Noël. Donc moi, j'ai fait partie des petits artistes de chez Dudu. J'ai des documents, si ça vous intéresse, j'ai fait une photo là. Et les résultats du procès, c'est pas ah, ils ont été dit ça. Je sais pas faire. Il y a d'autres personnes qui Oui, je me présente Jean-Claude Bollard du CELI Gromini, tout simplement pour compléter ce qu'a dit Paul. Paul, il a arrêté sur le moment à peu près où il y a eu la fin des luttes. Alors les luttes, quand le fameux tribut est arrivé, là, et c'est sûr que c'est à partir de ce moment-là, ce qu'il faut rappeler aussi, que ce soit à Issoire, à Gromesnil ou à Sainte-Florine, la première chose que Tribut a fait, enfin la direction, et puis leurs copains, parce qu'il y a eu des copains dans l'usine aussi, qui les ont un peu aidés, on a commencé par licencier tous les délégués. Et les CGTistes, bien évidemment, ceux qui luttaient, ceux qui principalement luttaient,
Ça aussi, il faut le rappeler parce que c'est important. À partir du moment où on a coupé les têtes, comme on dit, c'est plus difficile de lutter. Alors, il y a eu 84, il y a eu 85, il y a eu 86, jusqu'en 87. La direction Tribou a fait plusieurs vagues. Il a fait d'abord une première vague où là il y avait les principaux responsables, Histoire, la fermeture d'Histoire, avec il y avait Guy qui au bout de la table, il y avait Jacques de Vidal, j'en oublie d'ailleurs parce que des camarades qui sont plus là aujourd'hui, il y en a une bande. Donc on a commencé par 84-85 et ça a été plus difficile après de se battre. Bon, quand ils ont été partis, j'ai dit je fais un film aussi, excusez-moi. C'est dur. Je voulais, oui. Quand l'Histoire a fermé, il n'y avait plus qu'au Réunis et Sainte-Florine. Alors en 85, il y a eu la Tribou, comme à Gros-Ménil, il y avait encore un bastion quand même assez solide. Premier, deuxième collège, je faisais partie du deuxième collège. Ça lui plaisait, ça leur plaisait pas du tout. Alors, la deuxième vague de licenciement, on a décidé d'occuper les usines. Excuse-moi Nicole, c'est en 85. Histoire et Gros-Ménil ont décidé d'occuper l'usine et Sainte-Florine devait occuper l'usine le lundi matin. Je tiens à rappeler cette histoire parce que cette histoire elle est très importante. Donc à Gros-Ménil, on a occupé l'usine et à Sainte-Florine, c'est Tribou qui a occupé l'usine. Le dimanche, dans la nuit du samedi au dimanche, Gros-Ménil, la CGT, puis ceux qui étaient licenciés, avec les travailleurs ont occupé Gros-Ménil. Histoire, occupé Histoire, mais comme ça allait fermer, c'était un peu plus difficile. Mais Sainte-Florine, moi, le matin, en allant me coucher, on s'est aperçu que l'usine de Sainte-Florine était occupée. Mais l'usine, elle était occupée par la direction. Et c'était Tribou qui occupait avec le directeur de l'usine, qui s'appelait Stenmenzer, puis certains cadres et certains ouvriers de l'usine de Sainte-Florine qui avaient bien accepté d'occuper l'usine avec la direction, contre la CGT et contre les licenciés. Ça, c'est important de le rapporter. Je peux vous dire que ça m'a fait mal au ventre. J'étais complètement effondré de voir ça. Donc on s'est réunis. Il y avait des gars d'Histoire, il y avait des gars de Gros-Ménil, et on a dit qu'est-ce qu'on fait? On laisse la direction occuper l'usine ou on va occuper l'usine, nous, les travailleurs, ceux qui se battent vraiment pour défendre du saigné, pour défendre l'avenir de l'entreprise? Parce que Tribou, il n'avait rien à foutre de l'entreprise. Quand il a fait son boulot, il est parti en Amsterdam, il a ramassé les sous, et c'est devenu Valérie. Et donc, on a décidé d'aller occuper l'usine. Hey, Jean-Jacques, je suis en train de chercher Jean-Jacques Bélu, il est fort en bas. Il sait, Jean-Jacques, comment ça s'est passé, parce qu'il a fait partie de ceux parce que ça lui devait, oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'était le lundi matin que les salariés devaient décider s'ils occupaient pas la CGT. Hein. Donc, il a dit, mais non, bon, puisqu'ils ont décidé d'occuper avant, on va les occuper nous aussi. Donc ils ont décidé, la CGT et les travailleurs, d'aller occuper l'usine avec Tribou. Ça s'est pas bien passé. Les gars, occuper l'usine avec la direction, avec les jaunes. Vous savez qui c'est les jaunes? Il y a un dessin. Je ne sais pas si vous pouvez en voir. Ou alors on disait les renards. Et ben on est rentré quand même. Alors il y avait la gendarmerie, attention, il y avait le sous-préfet qui était pour savoir comment ça allait se passer, parce qu'ils avaient peur, bien évidemment. Deux sortes de gens qui avaient occupé l'usine. Alors à votre avis, qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a occupé? C'est la CGT et les travailleurs qui, eux,
vraiment se battaient. Moi, j'étais devant. J'étais de Groménil, nous on occupait Groménil, mais j'étais venu soutenir, on était les Groménil, on était venu soutenir les gars de Sainte-Florine. Et puis, je peux vous dire, ça sauvait de partout, hein. Le Steinmenzer, le Tricot et compagnie. En fait, Tricot, il n'était pas. Il avait mis le directeur, il avait dit, t'y vas, toi, moi, j'y vais pas. T'iras, toi, si jamais, on sait jamais, tu vois. Donc voilà, donc, après, on a coupé l'usine. Et puis, je vais en finir. Fin 85, c'était vraiment la fin du syndicalisme, il faut dire ce qui est, la CGT, même si aujourd'hui encore, à Valais-aux-Histoire, à Valais-aux-Sainte-Florine, il y a encore la CGT. Mais vous voyez qu'on avait mis des affiches Valais-aux-Sainte-Florine, Valais-aux-Histoire. Il y en a d'histoire ici, il y en a de Valais-aux-Sainte-Florine qui sont là. Y en a-t-il? Non. Il n'y a pas un actif de Valais-aux-Sainte-Florine et d'histoire qui est là. Posez-vous la question pourquoi? Alors qu'il y a un syndicat CGT. Comment ça se fait que le syndicat CGT n'est pas à la tribune là? On avait préparé une affiche pour Valais-aux-Sainte-Florine et pour Valais-aux-Histoire. Parce que c'est la répression, mes camarades. La répression aujourd'hui, on ne peut plus lutter. C'est pire, bien pire que ce qu'on faisait à notre époque. À notre époque, on pouvait lutter. Aujourd'hui, c'est très très difficile. Voilà mes camarades. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Ce que je sais, moi, c'est que je remercie Paul et puis l'IHS d'avoir fait cette conférence. Je vous remercie tous, mais vraiment du fond du cœur, mes camarades. Vraiment du fond du cœur d'être venus. Parce qu'on a lutté, on s'est battu, et on a perdu quand même. Aujourd'hui, Valais-aux-Sainte-Florine, dernière chose, il y a eu un PSE l'an dernier, un plan de sauvegarde de l'emploi. Messieurs, dames, ils appellent ça un plan de sauvegarde de l'emploi. Pour sauver l'emploi, messieurs, dames, la direction, elle a dit, il faut qu'on en supprime 47 pour sauver des emplois. Voilà comment ils parlent aujourd'hui. Pour sauver des emplois, il faut les supprimer. Et je connais une personne, un technicien, Valais-aux-Sainte-Florine, qui est venu nous voir, nous, les anciens, et qui est licencié depuis 2025, depuis l'an dernier, Valais-aux-Sainte-Florine, il n'a pas de boulot, mes camarades, il est tout seul, dans ce grand pays de liberté, tel qu'on est aujourd'hui, eh bien, il n'a pas de boulot. Et c'est un technicien supérieur, niveau ingénieur, il n'a pas de boulot. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire que dans le bassin minier, ça se battait. C'est une terre de lutte. Il en a fait une chanson. Je ne vous la ferai pas écouter parce que je l'ai, si vous voulez, je l'ai en... Oui. Tout à l'heure à la fin, si vous voulez. Nicole, prendre la parole. Bonjour, merci d'abord tout ce que tu as fait, parce que c'est extraordinaire. Et puis, vous dire que je suis particulièrement contente d'être là. Voilà, ça fait du bien. Et comment je vais dire ça? J'ai pour habitude de dire, quand on me demande où j'ai travaillé, je commence toujours par dire, chez Dusselier, ce furent mes universités. Parce que c'est ce que je pense. Et j'en suis convaincue. Et je dirais même c'était dur. Être à la chaîne, c'était dur. Mais être licencié, être, comment ça s'appelle, syndiqué, il y avait tout ensemble, on était majoritairement des femmes, nous le savons, sur les travaux les plus moches, répétitifs, où on travaillait avec le boni. Si on voulait gagner un peu d'argent, il fallait le boni. Tout ce qui aurait pu nous séparer,
être jalouses les unes des autres. T'en fais plus, j'en fais plus, etc. Non. Il y avait sur les chaînes une entente extraordinaire et une volonté de se battre. Je vous assure, je le dis, je suis très surprise aujourd'hui. Alors je sais bien, on vit tous avec les téléphones et les réseaux. Et ce qui fait que ce téléphone et ce réseau, eh ben, ça nous laisse dans notre petit coin. Et puis, je prends que des exemples tout simples. Quand ils voulaient supprimer un car, parce que soi-disant, on ne le prenait pas suffisamment, etc., etc., le lendemain, le car était de nouveau là. Hein. Je peux vous l'assurer, on débrayait, et le car était là. Et c'était tous ensemble qu'on le faisait. Parce qu'il y avait cette volonté de ne pas les laisser faire. Et tout ce qu'on a gagné pendant tout ce temps, je me rappelle, moi, les augmentations de salaire, où il avait fallu se battre, les arracher, mais on allait les chercher. Alors, je me pose souvent des questions, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les amis viennent de le dire, pour qu'aujourd'hui, on vient de nous dire, vous l'avez entendu comme moi ça, hein, on vient de nous dire, mais les vacances c'est pas très utile, tout le monde ne les prend pas, donc les prenez pas, et puis on va vous les payer. Et pourquoi demain on ne nous dirait pas, eh ben les vacances, c'est peut-être pas très utile effectivement, donc on va les diminuer. On en est là quand même. Je suis pas pessimiste du tout, j'ai jamais été pessimiste. Mais je crois qu'il faut que nous réfléchissions tous. La lutte des Dusseliers, c'est ça qu'elle a fait. Elle nous a donné de la force pour aller chercher, parce que jamais personne ne nous le donne. Jamais. Quand on travaillait, tout ce qu'on a gagné, c'est qu'on a été le chercher. J'ai jamais entendu un des patrons descendre dans les ateliers et dire « Vous avez bien bossé, on va vous donner une prime. » Jamais. Tandis qu'aujourd'hui, regardez ce qui arrive. Je dis qu'ils font de nous des travailleurs pauvres. Ils nous apprennent à vivre en pauvreté. Pourquoi je dis ça? Mais ça lieu, c'est suite à tout ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? C'est que, regardez, avec l'essence, problème qu'il y a. On va gonfler les gens qui auront fait tant de kilomètres, encore faut bien le prouver, etc., 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 avec une petite somme. Une petite somme. Qu'est-ce que ça fait pendant ce temps-là? Eh bien, on ne va pas se battre. Alors, et je crois que là, on a une responsabilité, nous les anciens. On ne va pas se battre pour aller dire « ta prime, on n'en veut pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre salaire. On vient bosser. Il faut payer pour qu'on puisse prendre la voiture pour venir travailler. » Et c'est pour tout comme ça. Et moi, aujourd'hui, je me dis, alors, les amis qui m'ont demandé tout à l'heure, j'ai 86 ans. Hein. Ok. Mais aux amis, je dis aujourd'hui, c'est la lutte. Et nous, comment il faut qu'on fasse? Moi, c'est ça. Et je ne sais pas. Pour ça, je pose la question. Comment on pourrait aider les générations qui sont au boulot pour les aider à comprendre combien c'est important le syndicat. Et je parle de la CGT en particulier. Les autres, non. Combien c'est important
tous ensemble pour aller chercher ce qu'on nous doit. Et moi, là, je pose la question à tout le monde parce que je ne sais pas. Ça m'embête. Je réfléchis. Et ça fait, je ne le cache pas, ça fait peur un petit peu quand même. Parce que ce profil, pour l'année prochaine, les élections, tout plein de choses. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse tous à partir de l'exemple de Dussolier. Parce que oui, je le redis, j'ai tout appris à Dussolier, tout appris. Et donc je crois qu'il faudrait qu'on puisse faire profiter les nouvelles générations, enfin tous ces jeunes qui vont rentrer au travail, pour dire non, il faut se battre. Il n'y a que cette solution-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire moi tout de suite. Par rapport à ce que vient de dire Nicole, je crois qu'il ne faut pas qu'on parte d'ici en se disant la lutte des Dusseliers, elle a été perdante. C'est pas vrai. Et je commencerai par une citation: je perds jamais, j'apprends. C'est pas de moi, hein. C'est Nelson Mandela qui avait dit ça. Donc, il savait de quoi il parlait quand il disait qu'il apprenait. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne de cette lutte, de ces luttes, parce qu'elles ont débuté très tôt, à la libération, jusqu'à la fermeture des établissements en 85-6. Mais ces luttes, il faut le dire. Alors moi, j'ai jamais bossé chez Dudu. Si, un petit peu, tout à fait, quand je suis sorti de l'école. Et après, j'ai passé ma carrière à Cégédur, qui est devenu aujourd'hui Constellium. Mais ces luttes, pour revenir à ces luttes, elles ont permis quand même de maintenir 1200 emplois. Alors, quelques-uns pré-guerre là-dedans, bien sûr, entre Issoire et Sainte-Florine. S'il n'y avait pas eu les luttes, je ne suis pas sûr que les unités d'Issoire et de Sainte-Florine seraient là encore. Donc, je crois qu'il faut qu'on en tire les leçons, et les leçons aussi pour l'avenir. Parce que bon, ils ont cassé le tissu industriel de ce Val d'Allier, là, du bassin minier. Ils ont pété les mines d'abord, après ils ont cassé Dudu, mais ils ont cassé ailleurs, hein. Ils ont cassé la scellée dans l'Est, dans le Nord, ils ont pété le textile dans le Nord, etc., etc. On pourrait continuer longtemps à énumérer. Mais je crois qu'il faut tirer les leçons de ce passé et de ces luttes. Les luttes, elles ont servi à quelque chose. Il ne faut pas je le répète parce que j'en suis persuadé, il ne faut pas qu'on parte sur un constat d'échec. Et il faut qu'on se projette, et il faudrait, malheureusement, c'est vrai qu'ici, il n'y a peut-être pas trop de jeunes, il y a beaucoup de cheveux blancs comme le mien, mais il y a quand même quelques jeunes. Et je crois qu'il faut qu'on pousse à être force de proposition pour réindustrialiser notre bassin d'emploi. Et il y a des possibilités. Il y a de l'avenir, il y a des possibilités. Je pense bien sûr à Valeo. Il faut certes les empêcher de faire ce qu'ils ont fait à Sainte-Florine, puisqu'ils ont cassé le service recherche et développement, avec 80, je crois, suppression d'emploi. C'est ça. Donc, quand on commence à péter ça dans une entreprise, vous avez compris, hein, l'avenir, mais il faut que notre syndicat, la CGT, soit force de proposition. Et je pense qu'on peut avoir des propositions, le passage à la voiture électrique, etc. Il ne faut pas qu'on soit timide, il faut qu'on s'appuie sur des compétences et qu'on puisse être force de proposition. Mais il y a du Dusselier, mais
au-delà enfin, il y a ce qui subsiste, il y a Valeo, mais au-delà de Valeo, il y a quelques autres grosses boîtes industrielles sur le bassin d'emploi. Je pense à Constellium Niçoire, à Aubert et Duval, hein, à Interforge, y compris Rex Composite d'ailleurs, hein, le groupe Rexia qui emploie quelques centaines de salariés, au moins 250 salariés sur toutes leurs usines sur l'histoire. Et là, il faut qu'on puisse, à un moment, il ne faut pas qu'on soit timide, mais force de proposition. Je pense à ma boîte à Constellium, la question du lithium, on le prend en bras-le-corps ou pas? On se contente de dire une usine de lithium à Échassières, ça pollue? Ou on fait comme en 80, excusez-moi, j'ai une grande gueule, moi, excuse-moi. Ouais, mais quand on a bossé 30 ans à côté des laminoirs, on est un peu sourd, alors on parle fort. Et je vais essayer de parler moins fort. Oui, je dis, est-ce que ces questions-là, on est capable aujourd'hui de les prendre en compte et de les faire partager à la population, hein? Dans les années 83-4, on ne s'est pas gardé pour une fonderie aluminium-lithium. L'avenir nous a montré qu'on avait raison. Il y a 3 unités, 3 fours aluminium-lithium à l'usine d'Issoire aujourd'hui, un 4e en construction. C'est l'avenir dans l'aéronautique. Alors certes, il faut extraire le lithium dans de bonnes conditions, aussi bien écologiques que dans de bonnes conditions de travail pour les mineurs qui vont l'extraire, puisque c'est un métier de mineur, hein. Il n'y a pas de problème, mais il faut faire un choix. Où on l'extrait et on crée des emplois, c'est 1 millier d'emplois à Échassières, 1 millier au total, entre l'extraction, la transformation et tout ce qui tourne autour. C'est pas rien, 1000 emplois. Échassières, c'est pas loin, hein. C'est Saint-Éloi-les-Mines, c'est l'Allier, mais c'est aux confins du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Donc, ou alors on fait le choix d'importer du lithium que les gamins maliens à 12 ans arrachent avec les mains là-bas en Afrique. Et bien moi je suis pour qu'on se batte pour extraire du lithium en France et à Échassières. Voilà. Qui demande la parole? Il n'y a pas d'autres interventions? Laura, tu veux rien dire, non? Laura, tu peux. La répression chez Dusselier, elle a quand même été forte, parce que moi je me souviens, bon, ben, les CRS devant les usines, je me souviens les chiens, voilà, on nous avait mis des chiens dans l'usine pour nous faire peur. Et ben je me souviens qu'on a été, enfin bon, moi j'étais pas, mais enfin, les camarades, ils sont allés sortir les chiens, les maîtres chiens, et ils ont sorti les chiens. Je me souviens les mises à pied, avec les capots là, par exemple, on avait 15 heures de délégués, et bien à 15h30, si on dépassait d'une demi-heure, et bien on avait un jour de mise à pied. Je veux dire, on était vraiment épiés. C'était pas sur, on nous a jamais reproché le travail mal fait, parce qu'on travaillait tout bien, l'usine. Mais voilà, il fallait pas donner des idées de se défendre pour vivre mieux à l'usine. Voilà. Et c'est tout pour la répression. Je me souviens, les luttes, alors bon, il y a eu beaucoup de luttes, hein. Il y a eu beaucoup d'actions. Je me souviens, par exemple, on avait fait de Brioude à Clermont, on avait occupé l'autoroute,
Et on avait manifesté de l'histoire à Clermont, à pied. Et voilà, quand on était à... Voilà. On avait été au château, oui c'est vrai. On avait été à Chanona, au château de Giscard. En 79. En 79, c'est... Ah oui, j'y étais moi dans les grilles. Voilà. Ouais, il nous a pas reçus au château. Hein. Il y avait les gendarmes. Oui. Les gendarmes qui étaient venus. Je me souviens aussi d'une action très risquée. C'était un départ de congé et on avait bloqué l'autoroute. On avait bloqué... comment ça s'appelait À l'Arde. À l'Inde. Voilà, à l'Inde. Bon. Après, on avait arrêté parce que c'était le départ en congé, on était... Bon, alors, je vois que tout le monde a les mêmes souvenirs. Hein. C'est l'anecdote qui veut en rajouter. C'est dommage, ceux qui en savaient beaucoup sont partis. Pierrot, Et ben ouais, oui, Pierrot, Jackie, Serge, voilà. c'était eux, les syndicats. Et il y a quelque chose aussi, je voulais dire, alors par rapport à la répression, dans un bureau de la direction, et j'avais trouvé, vous savez, ils se mettent sur un tableau, là ils écrivent, voilà, ils écrivent, et on l'avait amené au ministère, ça. Alors, il remerciait ceux qui affichaient, qui soutenaient la position de la direction. Et en gros, c'était marqué, il en sera tenu compte lors de l'épuration. Et alors ça, c'était écrit sur le tableau et c'est écrit Fontes. Pour le nommer. Donc, quand ils nous licenciaient, c'était une épuration. Et quand ils avaient licencié, alors donc, suite à quand on a été délogé la direction qui occupait B2, alors par contre après on l'a payé un peu cher entre guillemets, puisque on a eu 15 jours de mise à pied et on est allé, la direction elle avait porté plainte au tribunal. On était allé au tribunal, il y a eu 23, je crois, si je me souviens bien, inculpés. Et il y a eu 23 inculpés, on est allé au tribunal après, en mai 88. Et il y avait énormément de monde parce que la CGT, elle avait fait appel au national. Donc il y avait toute la CGT voilà, on était, je ne me rappelle pas, des milliers de gens qui étaient venus nous soutenir quand on est allé au tribunal. Bon, ça avait mis 3 ans pour... voilà. Et je me souviens, en 79, on est monté à Paris et la CGT au journal... oui. Non, mais tu m'entends, toi. Oui. Moi, je me rappelle qu'on était allé à Paris, mais ça serait bien que tu me dises aussi, là, tu diras. À Paris, on est monté à Paris devant le siège. On est monté à Paris, donc en 79, la grève de 79, j'ai fait 2 mois de grève, moi, à Romilly. Donc, on est monté à Paris et la CGT a demandé à rentrer pour aller au journal télévisé c'était TF1 ou France 2, je m'en rappelle. On n'avait pas pu être reçus, mais on est quand même rentré. Je ne sais pas si c'est... Tu t'en rappelles? Je ne sais pas. Eh oui, je ne sais pas si c'est Pierrot, Mercier ou Jacques Tivera qui ont été sur le plateau expliquer la grève de 79 des établissements Dusselier, Roménil. On a eu droit à l'antenne. Pas longtemps, parce que... mais on l'a eu. C'est une satisfaction. Merci.
Virginie Tigara, la fille de Jacques. Donc moi j'avais 7 ans et je me rappelle de l'usine, je me rappelle des couloirs, je me rappelle des machines. J'avais ma mère, j'avais mon père qui bossait là-bas. Et je me rappelle de tout ce monde qui était en effervescence partout dans ce lieu. Et de l'odeur d'huile, de soirées interminables à passer dans de soirées interminables dans une usine, oui, ramassées avec des aimants, des petites billes, chez Mélius, les billes de roulement, voilà. C'est pour dire que ça a impacté des familles. Paul, vraiment, ça a impacté des familles entières. Mon frère encore, qui avait fait un choix de travailler dans l'industrie par la suite, il n'osait même pas dire qu'il s'appelait Tivera quand il est arrivé dans les boîtes. Et il avait droit à la question à chaque fois. Bref, il s'en est tiré, il a fait carrière quand même tranquillement à son échelle et à son rythme. Et ce que je voudrais dire, je me souviens des longues périodes de chômage derrière. Et une solidarité énorme. Je me rappelle des Noëls des chômeurs, on appelait ça le Noël des chômeurs. Ça remplissait des salles entières à Sainte-Florine, la salle des fêtes de Sainte-Florine était pleine. Je me souviens, Nicole Rouvet, c'était mon Père Noël. On avait des cadeaux, on était contents. Et voilà, malgré tout, il y a les mauvais souvenirs, hein, ça a détruit des familles, ça fait des divorces, ça fait des gens, et des familles séparées. Ça fait du mal derrière, mais il y avait une belle solidarité et des beaux moments. Voilà. Je voulais juste rajouter, moi je suis l'époux de Virginie, mais Jackie, parce qu'il y a la place de l'État, parce que Jackie nous disait toujours, moi c'est un licenciement ministériel, lui sa lettre de licenciement, c'est le ministre de Lebar quand même, en 85 qu'il a signé, d'accord, c'est le ministre de Mitterrand, hein. Donc faut pas l'oublier ça, oui. Donc voilà, ça il le disait toujours, c'est un licenciement ministériel, donc le tribunal administratif leur avait donné raison, mais ils avaient débouté le licenciement pour raisons disciplinaires. Et c'est le ministre au final qui a signé le licenciement des 5, notamment Pierre Mercier, puis voilà, Jackie et Laura, avec. Et après, j'ai pas les noms des autres. Moi, c'est bon. En 69, il y a eu des licenciements délégués. Il doit être là, M. Péloin, qui a été licencié. Péloin, dit, émission. C'était les délégués CGT. Il est là le micro là. Des voisins du Selier. Et eu tout le conflit du Selier en tant que jeune syndicaliste à comme Christian a dit. Oui, j'ai vécu la lutte des Dusseliers en étant moi-même jeune élu CGT à l'usine CGT. Et si je prends la parole, c'est pour justement amener la vision qu'on avait de l'extérieur. Alors, certes, on a fait un certain nombre de réunions dans l'usine, on était au contact, on était souvent en grève, mais à l'époque, on était en grève de l'extrême. Quand c'était pas Dusselier, c'était contre la dictature du Chili. Mais ce que je voulais ramener dans le débat, c'est les échos qui étaient en dehors de l'usine contre la lutte. Vous avez parlé des jaunes, mais les jaunes, ils étaient dans l'usine, mais ils étaient aussi en dehors. Et on qualifiait la main-d'œuvre féminine de femmes qui passaient leur temps à tricoter. Donc c'était pas étonnant si l'usine était en difficulté. Donc c'était un moyen de déstabiliser.
Et c'était assez répandu. Moi, je vais dans mon village, un illustre salarié de Pucelier qui s'honorait d'avoir défilé dans la ville d'Issoire avec le bâton, hein, pour la liberté du travail. C'est des souvenirs que vous devez avoir, hein, dans les grandes manifs qu'il y a eu dans la ville. Celle-là était particulière puisqu'elle était initiée par le patronat et par les fameux syndicats qui doivent ménager l'employeur si on veut conserver nos métiers. Une autre, c'est une allusion à Delmar qui me ramène ça. La grande manif à Dusselier, elle était en fond du discours du maire d'Issoire, qui était socialiste, et qui prêchait en disant mais il faut accepter ces licenciements, hein, parce que ces licenciements vont sauver le reste des emplois, ils vont sauver l'usine. Vous voyez qu'en fait, le discours n'a pas beaucoup changé. Et en un autre parallèle de ces luttes, Dusselier et combien d'autres, hein, pour ceux qui sont allés à Longwy, pour ceux qui ont connu toutes les luttes dans le Nord, c'était quand même le début. C'était le début de la casse industrielle. Et pourquoi il y avait de la casse industrielle? Parce que c'était le début de la mondialisation. Pour peser sur les salaires en France, ben, il fallait mettre en concurrence les salariés français avec les salariés d'autres régions du monde. Et on voit, ça a conduit à détruire et à déstructurer toute l'industrie, ses filières. Et moi, je remercie Christian d'avoir ramené du positif en disant les luttes, elles sont, même si elles ne sont pas toujours victorieuses au sens où on gagne tout, on s'aime aussi. Et la bataille sur le lithium, la bataille des chassières, elle n'est sûrement pas facile à l'extérieur, parce qu'il faut convaincre la population de ce que ça peut apporter, mais elle n'est pas facile de l'intérieur. Moi, j'ai eu la chance de connaître les copains de la boîte le fameux groupe, j'ai perdu le nom maintenant, Imerys, merci. C'est des usines très réduites par rapport aux usines industrielles. C'est des fabriques de tuiles, c'est des mines que ce soit celle des chassières, que ce soit celle des Pyrénées et autres ailleurs. Donc, il va falloir que, et c'est un réflexe qu'on doit avoir, c'est que pour comprendre ces mouvements industriels, capitalistiques, il y a besoin d'avoir des références. Et on a des camarades dans la CGT qui ont vécu des expériences assez analogues, et on a besoin de se mettre aussi en contact avec eux pour bien appréhender l'essentiel de ces enjeux qui sont déterminants, avec toujours non seulement un slogan mais un leitmotiv, c'est de pouvoir lutter, mais dans le but de vivre au pays. Voilà. Et puis le dernier point, parce que c'est aussi une perception de l'extérieur, je pense qu'il faut positiver toutes les actions qu'il y a eu, la solidarité qui en est née, parce que si on est là aujourd'hui, c'est aussi par solidarité, par reconnaissance de cette période de lutte et de cette période salariale et industrielle. Mais il ne faut pas oublier ceux qui ont laissé la peau. Alors c'est plus à vous de le dire que moi, mais moi j'ai aussi en souvenir les suicidés, hein, ceux qui n'ont pas pu résister au licenciement, au déclassement, et puis aussi à tous ces bruits qui ont été divulgués à l'extérieur de ces gens qui avaient bien mérité qu'on leur supprime leurs emplois. Donc, contre tout ça, il faut absolument non seulement lutter, mais lutter debout, et avec force, avec conviction et dans l'enthousiasme. Je crois que la solidarité qu'on développe dans notre CGT, elle est indispensable à mener des luttes aussi longues, parce que elles ont des effets sur le salarié lui-même, mais également sur sa famille, sur ses enfants.
Je voulais juste dire, là, par rapport aux 5 licenciements de M. Delbar, il y a eu une grande solidarité nationale qui s'opposait à ça. On a déposé 82 962 signatures à Matignon. Et il faut savoir qu'il n'y avait pas Internet, et c'était chaque personne qui découpait et qui l'envoyait, c'était dans l'humain. Donc c'était pas une pétition où on signe sous l'autre, là, et c'était pas par Internet ni rien. Donc j'ai une photo là, on voit Pierre Mercier là, il a un grand sac sur dos, et il y a plein de cartons, regarde. C'est tous des cartons, des grands sacs avec les 83 000 pétitions. Et alors, ça opposait l'opposition par rapport à ce que disait la direction, parce qu'elle avait fait signer une pétition à l'usine pour pas qu'il y ait de réintégration, et c'était marqué contre le cancer rouge, écrit noir sur blanc contre le cancer rouge. Et la fameuse pétition de la direction contre la réintégration des délégués, c'est dans le livre. S'il y en a que ça m'intéresse, j'en ai 16 exemplaires. Dernière chose que je voulais dire, moi, c'est par rapport, je vois que les camarades ils pouvaient plus parler, moi aussi tout à l'heure, c'est que, oui, il y en a qui en sont morts, il y a eu des suicidés. Il ne faut pas oublier que la lutte des Dudus a entraîné des suicides. Le nombre exact, je ne sais pas, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y en a un. Il y en a un qui est mort dans les bras d'un pompier de jumeaux. Il était de la Combet. Il est mort dans ses bras. Il s'était tiré un coup de fusil dans le ventre. Il avait reçu sa lettre de licenciement. Il a dit putain, il se connaissait, ils travaillaient ensemble. Putain, je me suis loupé. Et le pompier de jumeaux, je crois que c'est. Je ne me rappelle plus de son nom, je ne sais pas si c'est pas donc je ne me rappelle plus. Il était pompier à jumeaux, il m'a dit, il est mort dans mes bras. Voilà ce que je voulais dire. Mais bon, je peux redire tout ce qui a été dit un peu derrière, il n'y a qu'une solution, c'est la lutte, rien que la lutte. Voilà, moi Ah non, avec... T'avais la main. Ah non, ma copine. Je parle sans micro. Je suis ta Carlette Laguillet, mais... Ah, Ouais, ben moi ça va prendre moins les tripes, hein, parce que j'ai pas connu la lutte de Dussolier. J'étais à l'époque je travaillais déjà, mais je travaillais à Montreuil, à côté du siège de la CGT. Donc moi je suis là ce soir pour représenter l'ULCGT de Brioude. Je fais partie du bureau. Et accessoirement, j'ai travaillé 25 ans à la SNOP Brioude, donc qui a grandi, enfin qui s'est pratiquement créé sur les cendres de Dussolier, et qui a prospéré d'une manière très importante, puisque je voyais des chiffres tout à l'heure de presque 7000 salariés. Aujourd'hui, la SNOP, il y a à peu près 9000 salariés. Mais ils sont pas tous à Brioude, hein. Ils sont à peu près 1800 en France et tout le reste à l'étranger, surtout dans des pays où on paye beaucoup moins les salariés, ce qu'on dit les pays low cost, hein. Donc voilà, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, etc., etc. Et anciennement même les pays de l'Est, même si leur lutte ont fait progresser leur salaire. Donc moi, c'était pour apporter quelques éléments de réponse aux questions qu'on s'est tous posées ce soir. Donc il y a 2-3 trucs où je vais réagir, mais sinon j'avais écrit un petit texte préparatoire
Donc pour resituer un peu où on en est et ce qui en est en fait, ce que porte la CGT aujourd'hui. Donc en fait, depuis les années 70, nous constatons une baisse de l'emploi industriel. Vous êtes vous l'avez tous vécu, très importante. En chiffres, en fait, on a divisé par 2 les emplois industriels en France. Donc c'est gigantesque. Donc, alors, on rappelle quand même que cette dégradation concerne avant tout aujourd'hui les jeunes générations qui de ce fait connaissent un fort sentiment de déclassement, parce que quand on était ouvrier avant, ça voulait dire quelque chose, c'était pas rien. D'ailleurs moi je l'ai vécu comme tel en étant ouvrier, j'étais fraiseur, j'ai fait une carrière fraiseur, voilà. Donc ce sentiment de déclassement est une menace pour la démocratie aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a réagi là-dessus tout à l'heure, parce que l'audience des partis populistes et nationalistes progresse aujourd'hui au fur et à mesure que le désespoir populaire augmente, surtout chez les jeunes. Donc là, si on fait un focus sur notre bassin industriel, donc moi c'est Brioude, donc on va dire Brioude, le bassin minier, nous voyons que la plupart des entreprises baissent en effectif, il y a des réductions d'emplois importantes. Alors j'ai 2 exemples, donc Valeo Sainte-Florine, que je connais un petit peu parce que je connais assez bien, parce que je l'ai accompagné pas mal de temps, on l'accompagne toujours, Chantal Jouve, donc que malgré ce que tu as dit, et c'est vrai, je vais l'expliquer, Chantal Jouve, c'est la déléguée syndicale CGT du site de Valeo Sainte-Florine. En gros, c'est pas pour critiquer ses camarades, mais elle bosse pratiquement tout seul pour la CGT sur le site. Donc elle fait ce qu'elle peut. Et aujourd'hui, si elle n'est pas là, c'est qu'en fait, elle est en congé, elle est partie et en fait, je la remplace en gros. Voilà. Parce qu'elle fait partie aussi du bureau de l'UL de Brioude. Donc, en fait, Valeo Sainte-Florine, comme ça a été dit, bon, il y a eu un entre guillemets plan social, parce que je vois pas ce qu'il y a de social, donc un PSE où ils ont soit redirigé, soit accompagné, mais en fait, ils ont quand même perdu leurs emplois pour la plupart. Je crois que c'est 78 exactement, et donc c'était que service recherche et développement, accompagnement des programmes d'amélioration des produits, etc., des lignes de production, ce qui fait que quand ceux qui permettent de concurrencer les autres entreprises, ça veut dire on signe la fin du site Valeo Sainte-Florine, ils sont encore à peu près 400 ou un peu plus, il y a beaucoup de précarité, beaucoup d'intérimaires, beaucoup de jeunes, et ce qui explique aussi le fait que Chantal se retrouve un peu toute seule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le passé, et c'est un site qui n'a pas d'avenir en fait. Alors on va essayer de lui donner un avenir, mais en fait les donneurs d'ordre de Valeo ont signé la fin de Sainte-Florine. Ça sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être plus, mais en tout cas ils ont acté que l'usine de Sainte-Florine s'arrêterait à un moment donné à travers notamment ce plan social. Voilà. Donc après, pour en venir à la SNOP Brioude, elle s'appelle Société Noiséenne d'outillage de production. Donc on fabrique des outils de production pour l'automobile. Comme Valeo Sainte-Florine est équipementier, la SNOP est fournisseur en 1 des constructeurs automobiles. C'est-à-dire qu'en 1, ça veut dire qu'on fournit directement sur la chaîne de montage de la voiture les pièces. Elles arrivent, elles ne sont plus qu'à monter directement. Donc
la SNOP Brioude est passée, alors moi j'y suis rentré en 99, je l'ai quittée pour la retraite en 2024, elle est passée à l'époque de 350 salariés en CDI, plus entre 50 et 100 intérims suivant les périodes, à aujourd'hui moins de 150. Ils sont 146 ou 147. Alors, il n'y a pas eu ces fameux plans sociaux parce qu'ils coûtent de l'argent aux employeurs. Donc, s'ils peuvent faire partir les gens, les dégoûter, faire des fautes graves, des fautes lourdes, des mises à pied, des machins, des trucs pour dégoûter les gens pour qu'ils partent, ne pas embaucher ou alors uniquement un peu d'intérim. Donc, quand il y a moins de boulot, et ben, il y a moins de salariés. Aujourd'hui, moins de 150 salariés. Alors, à mettre en comparaison avec les 9000 salariés du groupe. Alors aujourd'hui, il y a 40 usines. Il faut savoir qu'à Brioude, nous, on le défendait, hein, quand on allait aux négociations annuelles obligatoires, les NAO, on défendait que l'usine de Brioude, elle avait un statut particulier pour porter des augmentations générales sur les salaires pour toutes les usines, en disant, nous, on a fait le groupe. Il ne faut pas oublier que c'est les travailleuses et les travailleurs qui font les entreprises, c'est pas les patrons, hein, et c'est pas les actionnaires. C'est le boulot qu'on fait. Hein. Donc voilà. Donc on a vécu des trucs qui n'ont rien de comparable avec du Solier. Moi j'ai un petit souvenir, pour rester un peu dans le vivant. En 2016, il y a 10 ans, on a mené une bagarre et on s'est mis en grève. On a eu une grève qui a duré 8 jours. 8 jours de travail, hein, donc une semaine et demie. Alors 8 jours comparé à 2 mois par-ci, 2 mois par-là, c'est de la rigolade. Hein. Là, je ne nous compare pas hein, au Dudu. Mais ce qu'on a eu aussi, ça apporte une réponse à une question de tout à l'heure, c'est que nous, alors on a repris le boulot à un moment donné, alors ils nous ont donné quelque chose hein, quand même, on n'a pas repris pour rien, mais on a décidé de reprendre le boulot, on a voté, mais c'est suite à une pétition, alors entre guillemets spontanée, moi j'ai toujours pensé que c'était l'employeur qui l'avait faite, mais une pétition des salariés qui voulaient continuer, qui travaillaient dans l'usine, donc on est à peu près 70% à débrayer hein, depuis 8 jours. Donc il restait, à l'époque on était 250, donc en 10 ans 100 salariés de moins, 250, donc on était plus de 150, 170 à être en grève. Donc c'était pas rien. Ils ont fait une pétition et tous les salariés qui bossaient dans l'usine, alors même des intérims, tout ce qu'on veut, ont signé pour qu'on reprenne le travail. Alors, je ne devrais pas le dire parce qu'on pourrait m'attaquer en justice pour ça, mais malgré tout, nous, évidemment, suite à cette pétition, on a su qu'elle avait été donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on avait donné des primes aux salariés qui signeraient la pétition. Voilà, hein, ça explique cela. En fait, ces primes, donc nous on a attaqué la direction, hein, inspection du travail. Il y a 10 ans, on avait encore une inspection des inspecteurs du travail, au Puy-en-Velay, maintenant il y en a beaucoup moins. Et donc il y a eu une enquête. Et en fait, il a été révélé que les primes, c'était des primes d'assiduité, des primes des retards sur le salaire, des machins, des trucs. Donc du coup, le soufflet est tombé. Donc ça crée une sale ambiance. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu pour l'expérience qu'on a vécue. Sinon, moi, quand on parle de l'industrie, je voudrais rappeler qu'il ne faut pas parler de l'industrie parce que quand on perd une industrie, on perd, ça fait des chômeurs et les chômeurs, ils n'ont plus de quoi bouffer, donc
commerces peuvent fermer et tout ça, mais il y a aussi un grand pan de notre société qu'il ne faut pas oublier, c'est les services publics. Donc oui, nous avons aussi la fermeture programmée des services publics et notamment ceux de proximité. La Poste, enfin on appelle encore la Poste. Bon, je ne suis pas très vieux, mais moi j'ai connu les PTT, etc. Bon voilà. Donc c'est la même stratégie capitaliste contre les services publics et l'industrie. La même chose. Donc la même logique de rentabilité, désorganiser pour mieux démanteler, et une même finalité, le profit au détriment de l'outil de travail et des solidarités. Parce que les services publics, ça sert l'ensemble des citoyens. C'est fait pour ça, normalement. Alors, suite à ces constats, que porte la CGT? Alors, la CGT, alors aujourd'hui, c'est un peu dans le texte, c'est des belles phrases, mais en fait, c'est quand même ce qu'elle porte. La CGT agit pour des politiques publiques porteuses de développement des services publics et des politiques industrielles visant l'égalité des territoires et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est-à-dire, on doit mettre des services publics partout, il ne doit pas y avoir de désert, nulle part, alors là il y en a partout, mais voilà, que ce soit industriel ou des services publics. En effet, les richesses créées par la production industrielle, alors là je l'ai écrit à côté, par les travailleuses et les travailleurs. J'y reviens parce que c'est eux qui font la richesse. La richesse du pays, la richesse des industries et aujourd'hui la richesse des actionnaires. Donc permettent de financer des services publics. En retour, l'efficacité des services publics permet le développement industriel. Donc notre slogan au confédéral de la CGT, pas d'industrie sans service public et pas de développement des services publics sans industrie. Tout est dit. Concrétise cette complémentarité pour maintenir les emplois et un développement harmonieux des territoires. Donc, une nouvelle fois, la CGT dit « C'est pourquoi il faut un État stratège, planificateur et contrôleur », ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Il laisse faire les grands industriels comme ils veulent, délocaliser, fermer, faire ce qu'ils veulent. Non. Avec comme principaux objectifs le maintien et le développement des activités dans les territoires, ainsi que la préservation des conditions sociales des femmes et des hommes qui vivent et y travaillent. Donc il faut aussi une CGT forte localement, là c'est moi qui le dis, mais tout le monde le dit, dans toutes les entreprises et dans tous les services publics. Et ça a été abordé, comment on fait. Donc une CGT forte, prête à tomber les manivelles, parce que moi j'ai toujours entendu dire ça depuis que je suis gamin. Je suis fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier, d'outilleur, qui disait, qui était pas mon grand-père, mais mon père a été à la CGT aussi. Il était au PC, il distribuait l'UMA, etc. Donc, tomber les manivelles pour défendre les droits acquis depuis, on va dire, un siècle, comme les ouvriers de Dudu l'ont fait. Donc voilà, j'en termine là. Je voudrais lancer nos deux infos parce qu'on essaye aussi d'agir dans notre territoire, c'est-à-dire à Brioude. Là, il y en a plusieurs qui sont au bureau de l'UL, je ne les nomme pas, mais bon, si, Myriam, Claude, bon voilà. On essaye d'agir au quotidien, donc dans les boîtes et en dehors des boîtes. Donc l'UL CGT de Brioude, à la permanence syndicale tous les jeudis à 16h30, donc syndicale et juridique. On fait du conseil, on accueille les salariés. Souvent, on a des salariés qui sont au bout du rouleau, voilà. Et on les accompagne éventuellement au niveau juridique, on les accompagne au bout d'homme. Là, on est, je suis et Myriam est défenseur de salariés. Ensuite, suite à cette permanence, on a un bureau de l'UL où on fait les questions toutes les semaines, on voit un peu le quotidien, tout ce qu'il y a à faire en termes d'action dans les boîtes ou
sur le terrain. On a aussi un bureau élargi où nous invitons alors l'ensemble des syndicats sur le territoire et l'ensemble des syndiqués, donc un bureau qu'on appelle élargi interprofessionnel, qui nous permet de débattre de beaucoup de sujets et éventuellement de mener des luttes. On a les cheminots, on a le service public, on a l'hôpital, on a les industries, on a un peu tout, qui viennent discuter, de voir ce qu'on peut faire. Et également, on accompagne dans les boîtes. Ce matin, on était encore sur de l'entretien pour accompagner des salariés dans une boîte qui se retrouve un peu avec la pression de l'employeur, pour ne pas dire plus. Voilà, donc je vous remercie. Sauf s'il y a d'autres interventions, on va bientôt terminer. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc, juste pour conclure, on va prolonger en fait donc cette conférence aujourd'hui par enregistrement, je vous dis, qui va être mis sur YouTube. Donc après, si vous pouvez, il y aura des commentaires possibles sur YouTube, donc vous pourrez aussi apporter des commentaires, puisqu'il y a eu plein de témoignages poignants. La lutte des Dudus, elle n'a pas servi à rien aussi. Enfin, comme disait Nicole, c'est les universités que vous avez, chacun, c'est enseignant. Et chacun a ses universités, chacun dans son parcours professionnel, sur son boulot, a acquis des expériences. Donc nous, c'est notre mission à l'IHS, c'est de faire vivre en fait ces luttes syndicales, ne pas les laisser tomber. Mais en même temps, toutes les luttes qui sont ici, c'est celles qui étaient hier des mineurs, enfin avant-hier des mineurs. Les luttes des mineurs de 47, 48, c'était un échec, mais en 63, ils ont gagné. Enfin, et ça a servi pour la lutte des Dusseliers, tout ça, ça passe les générations, c'est ce qui fait. Donc aussi, on va le prolonger dans notre prochain cahier d'histoire, puisqu'il y aura un article sur les Dusseliers. Et puis, on vous invite aussi à la conférence qu'on va organiser sur le Front populaire. D'ailleurs, juste pour deux petites anecdotes qui sont vraiment incroyables. Pour le prochain cahier d'histoire, on va parler justement de cette grève de 1925 contre la guerre du Rif. J'ai trouvé quand même chez Bergougnan des ouvriers qui ont fait grève. Le patron leur a demandé 10 francs d'amende pour avoir fait grève ce jour-là. Et donc, commentaire en fait du journal Le Cri du Peuple qui les défendait, disait mais bientôt le patron va nous demander à ce qu'on le paye quand il ne travaille pas lui le dimanche. En fait. Et donc le Front populaire, on va faire cette conférence sur le Front populaire, et les occupations d'usines, c'est ce qui faisait horreur aux patrons en fait quand ils assiégeaient Blum, Salingro en fait. Et vous en avez tenu compte des occupations d'usines. C'est vraiment parce que c'est vraiment le symbole de la lutte ouvrière, l'occupation d'usines. Enfin, c'est vraiment important. Donc nous, l'IHS, juste pour vous dire, on a ce cahier, on le vend 5 €, donc vous pouvez avoir le prochain pour 5 €, ou vous pouvez adhérer à l'IHS pour 15 € et vous aurez 2 cahiers dans l'année. Vous aurez le cahier où ils parleront de la lutte des Dudus et celui qui paraîtra en fin d'année, on parlera justement du Front populaire en France et dans le Puy-de-Dôme. Donc on vous invite éventuellement à adhérer à l'IHS pour 15 €, puisqu'on est une association, c'est ce qui nous permet d'organiser nos conférences. Et puis pour conclure, on va terminer donc par un petit pot, on nous invite, et puis la conférence, oui, c'est la prochaine conférence sur le Front populaire, c'est le jeudi 25 juin, c'est à Conchon, c'est à 20 h.
Donc entrée libre, c'est le même principe qu'ici. Et puis pour terminer, vive les Dudus et merci d'être là. Oui, avant de partir, Laura, il y a aussi il y a un pot qui est prévu un peu pour où il n'y a pas grand chose, mais ceux qui voudront un petit peu de limonade ou un petit peu de rosé ou un peu de bon, il y a quelque chose qui est organisé. Voilà. Si je vais en honneur à les camarades de la CGT, je vous propose qu'on par contre, je ne connais pas toutes les paroles.